Le monde d'Adia était un monde d'ombre, une vie passée dans les coins silencieux et oubliée d'une maison qui n'était pas la sienne. Elle était orpheline, une jeune femme de 18 ans sans aucun souvenir de ses parents et sans famille à appeler la sienne. Sa maison, si l'on pouvait l'appeler ainsi, était une petite pièce sans fenêtre dans les quartiers des domestiques d'une magnifique demeure située dans la partie la plus riche d'Ara. Sa vie était faite d'un travail incessant et ingrat. Elle était femme de ménage pour les Adabios, une famille dont l'immense richesse n'avait d'égal que leur cruauté stupéfiante. La journée d'Adia commençait avant le lever du soleil avec le récurage des sols et se terminait longtemps après son coucher avec le polissage de l'argenterie familiale. Elle se déplaçait dans la grande maison comme un fantôme, sa présence n'étant reconnue que par un ordre crié ou une remarque critique acerbe. Malgré ces circonstances, il y avait chez elle une dignité étrange et silencieuse, une grâce royale qui semblait totalement déplacée. Elle ne se plaignait jamais. Elle ne pleurait jamais, du moins pas là où quelqu'un pouvait la voir. Elle endurait la tempête quotidienne d'insultes et d'exigences impossibles avec une résilience stoïque et silencieuse qui exaspérait ses maîtres. C'était comme si une partie indestructible de son esprit refusait d'être brisée. Son seul lien avec la vie qu'elle avait perdue, la famille dont elle ne se souvenait pas, était un petit bracelet simple qu'elle portait au poignet. C'était une chose modeste faite de fils d'argent tressé. Mais en son centre se trouvait un petit charme finement sculpté, un symbole qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle chérissait par-dessus tout, une lionne stylisée, la tête haute dans un rugissement silencieux et noble. Elle le gardait caché sous les longues manches de son uniforme terne, un lien secret et sacré avec son histoire oubliée. Avant de continuer, commentez ci-dessous le pays d'où vous regardez. Les architectes de sa misère quotidienne étaient la famille Adabio, un clan de nouveaux riches dégoulinant de bijoux et d'insécurité. La matriarche, Madame Fatima Adabio, était une femme dont les journées étaient un long étirement paresseux d'ennui, un ennui qu'elle soulageait en inventant de nouvelles façons de tourmenter sa femme de ménage. C'était une femme qui exigeait la perfection, mais prenait un plaisir sadique à trouver des fautes là où il n'y en avait pas. Elle passait un doigt ganté de blanc sur une table fraîchement époustée, cherchant une seule particule de poussière, son visage s'illuminant d'un triomphe cruel lorsqu'elle en trouvait une. Ses enfants, élevés dans cette atmosphère de cruauté désinvolte, avaient bien appris leur leçon. La fille, Zob, une adolescente de 16 ans, renversait délibérément son jus sur le sol brillant qu'Adia venait de nettoyer, puis riait alors qu'Adia devait le nettoyer à nouveau à quatre pattes. Le fils, Délai, un garçon de 19 ans, était arrogant et paresseux, traitant Adia comme son esclave personnel, lui ordonnant d'aller chercher ses chaussures, de les polir pendant qu'il les portait encore, puis de les ranger après qu'il les eut retirées. Pour eux, Adia n'était pas une personne. Elle était une chose, un objet à utiliser et à abuser, un miroir dans lequel ils pouvaient voir leur propre pouvoir reflété. Le point culminant de leur cruauté quotidienne, le rituel qui définissait la déshumanisation d'Adia, se déroulait chaque soir. La famille organisait un dîner somptueux, leur table ployant sous le poids de poulets rôtis, de riz jollof et d'une douzaine de plats d'accompagnement, dont une grande partie était gaspillée. Adia, qui avait passé toute la journée à cuisiner et à servir ce festin, n'avait droit qu'au reste. Mais même ceci était souvent jugé trop bon pour elle. Une nuit, après une soirée particulièrement fastueuse, Adia était dans la cuisine, épuisée et étourdie par la faim. Elle était sur le point de manger une petite assiette de riz jollof restant lorsque Madame Fatima fit irruption dans la cuisine. Elle vit Adia avec l'assiette et une expression de dégoût théâtral traversa son visage. « Que crois-tu faire » lança-t-elle, sa voix aussi tranchante qu'un fouet. « Cette nourriture est pour les chiens. Ce sont des animaux de race. Ils mangent mieux que toi. » Elle arracha l'assiette des mains d'Adia et vida son contenu dans les bols en argent brillant des deux grands chiens alsaciens bien nourris. Puis elle prit un bol vide, alla à la poubelle et racla les restes à moitié mangés des assiettes des invités dedans. Un morceau de cartilage, une boule de yam détrempée, quelques grains de riz. « Voici ta portion, » dit Fatima, sa voix dégoulinant d'une cruauté froide et satisfaite. « Et tu ne la mangeras pas dans ma maison propre. Si tu as faim, tu peux la manger dehors avec les autres animaux. » Forcée d'endurer cette humiliation ultime, Adia prit le bol et sortit dans le jardin sombre et bien entretenu. Elle s'assit sur le sol froid de l'arrière-cour près des niches des chiens, une figure solitaire et oubliée. Alors que les deux grands chiens se régalaient du riche riz jollof, elle mangeait lentement son propre repas fait de déchets.
Les larmes qu'elle avait refusé de verser toute la journée coulaient maintenant silencieusement, se mêlant au misérable reste dans son bol. C'était sa vie. Une princesse traitée comme une mendiante, bien qu'elle ne connût pas encore la vérité sur son propre sang. Pendant qu'Adia souffrait dans les ombres d'Ara, dans un royaume puissant et lointain, un père souffrait d'une douleur bien à lui. Dans le grand palais royal du royaume d'Obéa, le roi Adamémi II était un homme hanté par un souvenir. C'était un souverain vieux, puissant et profondément respecté. Mais son règne était marqué par une tragédie persistante. Il y a 18 ans, son royaume avait été déchiré par une rébellion perfide menée par son propre cousin. Dans le chaos de l'attaque sur le palais, alors que le roi était sur le champ de bataille à combattre pour son trône, sa bien-aimée épouse, la reine, avait été tuée. Et dans la confusion, leur seul enfant, leur fille nourrisson, la princesse Adia, avait disparu. Une fidèle servante avait été vue fuyant le palais en flammes avec le bébé. Mais elle n'était jamais revenue. Lorsque le roi revint victorieux, ayant écrasé la rébellion, il trouva sa femme morte et sa fille disparue. C'était une blessure dont son cœur ne s'était jamais remis. Il avait passé les 18 années suivantes et une immense fortune à chercher son enfant perdu. Il avait envoyé des émissaires dans tous les coins du continent, suivant chaque rumeur, chaque chuchotement d'une fille perdue au Port-Royal. Mais la piste s'était toujours refroidie. Maintenant, le roi était vieux, et sa santé déclinait. Le royaume était stable, mais il était sans héritier. Il était désespéré. Il devait trouver sa fille avant de mourir pour assurer l'avenir de sa dynastie. Tous ses espoirs reposaient sur un seul indice, un médaillon royal unique, une tête de lionne sculptée dans de l'or pur que la princesse Nourrisson portait autour du cou la nuit où elle avait disparu. Ses émissaires avaient suivi d'innombrables fausses pistes. Mais l'un d'eux, son plus vieil et fidèle ami, un vieil homme sage nommé Babatunde, n'avait jamais abandonné l'espoir. Pendant 18 ans, Babatunde avait voyagé, sa quête de la princesse perdue devenant le seul but de sa vie. Ces voyages l'avaient finalement conduit à la ville moderne et animée d'Accra, un lieu de tant de nouveaux riches et de si peu de connexion avec les anciens royaumes. Il sentait que sa recherche était sans espoir ici. Mais sa loyauté envers son roi le poussait à continuer. Il marchait dans l'un des quartiers les plus riches de la ville, un endroit de hauts murs et de portails imposants, lorsqu'un soudain tumulte désagréable provenant de l'une des demeures attira son attention. Le portail d'une grande maison criarde fut brusquement ouvert, et une femme, visiblement la maîtresse de maison, criait, sa voix pleine d'une colère stridente et laide, « Fille inutile. Tu ne vaux rien. Sors de ma vue. » Elle poussa violemment une jeune femme de ménage dans la rue. La fille, douloureusement maigre, mais portant en elle une grâce étrange et défiante, trébucha et tomba durement dans la poussière de la route. Elle laissa échapper un petit cri de douleur, et en tombant, la manche de son uniforme terne remonta sur son bras. À cet instant, le soleil de l'après-midi, brillant et impitoyable, capta un éclat d'argent à son poignet. Babatunde, qui s'apprêtait à continuer son chemin, s'arrêta net. Ses vieux yeux fatigués s'écarquillèrent, et son cœur, qui était resté endormi si longtemps, se mit à battre fort dans sa poitrine. Il était trop loin pour voir clairement, mais il en avait vu assez. C'était un bracelet, et en son centre, pendait un petit charme finement sculpté. Il avait vu cette forme 1000 fois dans les portraits royaux, sur les bannières anciennes, dans ses propres rêves. C'était la crête royale du royaume d'Obéa. C'était la lionne. Babatunde fixa, le souffle coupé, alors que la jeune femme de ménage humiliée se relevait lentement de la poussière. Elle tira rapidement sa manche pour couvrir le bracelet, cachant le secret qu'elle ne savait même pas porter. Elle ne le regarda pas. Elle baissa simplement la tête et se hâta dans une rue latérale, disparaissant dans les ombres. Mais il était trop tard. Babatunde, le serviteur le plus fidèle du roi, l'homme qui avait cherché pendant 18 longues années, l'avait vue. Il avait trouvé la princesse perdue. Le vieil émissaire Babatunde resta figé sur la rue calme bordée d'arbres. Son cœur battait comme un tambour frénétique contre ses côtes. L'image de la crête royale, la noble lionne, brillant pendant une fraction de seconde au poignet d'une femme de ménage battue, était gravée dans son esprit. Pendant 18 ans, il avait poursuivi des fantômes et suivi des murmures à travers le continent. Il avait déterré une centaine de fausses princesses et un millier de mensonges. Mais ceci semblait différent. Cela semblait être la vérité. Son premier instinct fut d'invoquer l'autorité de son roi,
de marcher vers ce portail avec un groupe de soldats et d'exiger la libération de la fille. Mais 18 ans à naviguer dans la politique traîtresse des familles puissantes lui avaient appris la prudence. Les Adabios étaient riches et influents dans cette ville. S'ils avaient la princesse perdue en leur possession, ils pourraient être dangereux. Ils pourraient lui faire du mal ou la cacher s'il agissait de manière imprudente. Il ne pouvait pas risquer une confrontation directe. Pas encore. Il avait besoin d'une preuve irréfutable et il devait comprendre la situation. Il devait entrer dans cette maison. Ce soir-là, Babatunde abandonna son rôle d'émissaire royal. Il échangea ses robes finement brodées contre les vêtements usés et simples d'un ouvrier ordinaire. Il barbouilla de la saleté sur son visage et ses mains et s'entraîna à voûter les épaules, se transformant d'un homme d'autorité en un vieil homme humble et oubliable. Le lendemain matin, il ne se rendit pas à l'entrée principale de la demeure des Adabios, mais à l'entrée de service, là où le personnel de maison allait et venait. Il attendit patiemment jusqu'à ce que la gouvernante en chef, une femme sévère et occupée, apparaisse. Il s'approcha d'elle avec une profonde révérence respectueuse, son visage masqué par une humble désespérance. Il lui raconta une histoire qu'il avait préparée, celle d'un vieux jardinier d'un village lointain dont le précédent maître était récemment décédé, le laissant sans emploi et seul. Il parla de sa connaissance des ignames et des roses, et de sa volonté de travailler pour de la nourriture et un petit endroit où dormir. La gouvernante, impressionnée par son comportement respectueux et ne voyant aucun mal à engager un jardinier âgé à bas prix, accepta de lui donner une chance. Ainsi, Babatunde, le plus fidèle conseiller du roi d'Obéa, fut engagé comme jardinier dans la maison qui abritait le plus grand secret du royaume. Ses premiers jours furent passés dans les jardins bien entretenus, à tailler les haies et à désherber les parterres de fleurs. Mais son véritable travail était l'observation. Depuis son poste, caché parmi les hibiscus et les bougainvilliers, il avait une vue claire sur le fonctionnement interne de la maison des Adabios, et ce qu'il vit le remplit d'une fureur froide et juste, presque impossible à contenir. La cruauté qu'il avait entrevue dans la rue n'était pas un incident isolé. C'était la réalité quotidienne, horaire, de la vie d'Adia. Il observa Madame Fatima, une femme qui ne levait jamais le petit doigt, suivre Adia dans la maison, sa voix un flot strident et constant de critiques. Elle la réprimandait pour une empreinte sur un verre, un pli dans une serviette pliée, une tache de poussière imaginaire dans un rayon de soleil. Les insultes étaient incessantes, conçues non pas pour corriger, mais pour écraser l'esprit de la fille. Les enfants étaient encore pires, car ils possédaient une cruauté juvénile et énergique que leur mère était trop paresseuse pour rassembler. Babatunde vit Zob, la fille, attendre qu'Adia ait fini de polir le long couloir de marbre jusqu'à ce qu'il brille comme un miroir, puis marcher dessus avec des chaussures boueuses, un sourire cruel et satisfait sur le visage. Il vit Délai, le fils, jeter ses livres scolaires sur le sol et ordonner à Adia de les ramasser. Non pas parce qu'il ne pouvait pas le faire lui-même, mais simplement parce qu'il le pouvait. Le point culminant de cette horreur quotidienne arriva un après-midi alors qu'Adia portait un lourd plateau d'argent chargé de verres de jus pour la famille qui se prélassait près de la piscine. En passant près de Délai, il tendit le pied. C'était un mouvement désinvolte, presque paresseux, mais délibéré. Adia trébucha et tout le plateau s'envola, s'écrasant sur la terrasse en pierre dans une pluie de verres brisés et de jus collant. Fatima et ses enfants ne poussèrent pas un cri de choc ni ne demandèrent si elle allait bien. Ils éclatèrent de rire. Ils riaient alors qu'Adia, les yeux pleins de honte et de douleur qui transperçaient Babatunde jusqu'à l'âme, s'agenouillait pour ramasser les morceaux de verre tranchant, se coupant le doigt dans le processus. Maladroite, fille sans valeur, ricana Fatima depuis sa chaise longue. Regarde ce que tu as fait. Cela sera déduit de ton salaire. Maintenant, nettoie avant que les fourmis n'arrivent. Les mains de Babatunde se crispèrent autour du manche de ses cisailles, ses jointures blanchies. Il avait commandé des armées. Il avait affronté des assassins. Mais il n'avait jamais ressenti une rage aussi pure et impuissante que celle qu'il ressentait à cet instant. Il dut se forcer à détourner le regard, à se rappeler sa mission, à avaler le feu de sa colère avant qu'il ne le consume et son plan avec lui. Il devait se rapprocher d'Adia, lui parler, confirmer l'identité du bracelet. Mais elle était comme une biche effrayée, constamment sur le qui-vive, les yeux toujours baissés. Elle avait été entraînée à être invisible et elle était terrifiée à l'idée d'attirer l'attention sur elle. Il savait qu'il devait attendre le bon moment. Sa chance vint quelques jours plus tard.
Fatima s'était mise dans une rage à propos d'un foulard égaré et avait blâmé Adia, lui criant un torrent d'injures d'une cruauté choquante, même pour elle. Ensuite, Babatunde vit Adia se glisser dans le jardin, dans un coin isolé derrière les quartiers des domestiques, un endroit qu'elle pensait caché. Elle s'effondra au sol, le dos contre le mur, et pour la première fois depuis son arrivée, il vit sa contenance se briser. Ses épaules tremblaient de sanglots silencieux et déchirants. Il s'approcha lentement, non pas en tant qu'émissaire, mais en tant que modeste vieux jardinier. Il ne dit rien au début. Il s'assit simplement sur le sol à quelques mètres et commença à arracher méthodiquement les mauvaises herbes d'une parcelle de terre. Après quelques minutes de travail silencieux, il parla, sa voix un grondement doux et grand paternel. « Le sol de ce jardin est riche, dit-il sans la regarder. Mais les plus jolies fleurs ont parfois les épines les plus acérées. » Adia sursauta, essuyant rapidement ses larmes, gênée d'avoir été vue. « Je suis désolée, vieil homme, murmura-t-elle. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. » Babatunde se tourna enfin vers elle, son visage un masque de simple et gentille préoccupation. « Il n'y a pas de honte dans les larmes, mon enfant. Les larmes sont juste la pluie qui permet à l'âme de grandir. » Il lui offrit ensuite une petite mangue douce qu'il avait gardée de son propre maigre déjeuner. « Mange, dit-il. Le chagrin est plus léger avec un estomac plein. » Adia, qui n'avait pas reçu un seul acte de gentillesse depuis des années, le regarda avec de grands yeux incrédules. Elle prit la mangue avec hésitation. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, puis Babatunde commença à lui raconter une histoire. Il lui raconta un conte de son village natal, une histoire d'une jeune lionne née d'un grand et noble roi, perdue alors qu'elle était lionceau et élevée parmi une meute de hyènes cruelles et rieuses. Les hyènes la traitaient mal, dit-il, sa voix à un rythme doux et hypnotique. Elle la faisait manger en dernier. Elle se moquait de son esprit noble. Mais chaque nuit, elle regardait son reflet dans l'eau et voyait le cœur d'une reine, et elle n'oubliait jamais qui elle était, même lorsque le monde entier lui disait qu'elle n'était rien. Adia écoutait, captivée. L'histoire résonnait profondément en elle, dans un lieu de force qu'elle pensait avoir perdu. Pour la première fois, elle ressentit une lueur d'espoir. Elle avait trouvé un ami. Au cours des jours suivants, ils parlèrent à nouveau dans leur coin caché du jardin. Il lui raconta d'autres histoires du vieux pays, des histoires de rois courageux et de reines sages, des histoires de loyauté et d'honneur. Il plantait lentement, soigneusement, les graines de sa propre histoire dans le sol aride de sa vie. Enfin, il sut que le moment était venu. Il regarda son poignet. « C'est un beau bracelet, mon enfant, » dit-il nonchalamment. « Il me rappelle les symboles de mon pays. Puis-je le voir ?» Adia, qui faisait maintenant entièrement confiance à ce gentil vieil homme, hésita seulement une seconde avant de remonter sa manche et de tendre son poignet. Le cœur battant, Babatunde prit doucement sa petite main marquée de cicatrices dans la sienne. Il regarda le charme. C'était elle, la lionne d'Obéa, la crête royale. Il devait être sûr. « Il est très vieux, dit-il. S'ouvre-t-il » Adia secoua la tête. « Non, je l'ai depuis toujours. Il a toujours été scellé. » Les doigts de Babatunde, qui connaissait les secrets des joailliers royaux, sondèrent délicatement les bords du charme. Il trouva le mécanisme caché, une couture presque invisible. Avec une pression exercée de son pouce, il y eut un léger clic. Le médaillon, scellé pendant 18 ans, s'ouvrit. Adia retint son souffle. À l'intérieur, il n'y avait pas de portrait, comme elle aurait pu l'imaginer. C'était un petit espace creux, et niché à l'intérieur se trouvait un minuscule morceau de parchemin plié, jauni par le temps. Il était si fragile qu'il semblait pouvoir se transformer en poussière. Avec la touche délicate d'un homme manipulant une relique sacrée, Babatunde le souleva soigneusement et commença à le déplier. Adia se pencha, retenant son souffle, les yeux écarquillés d'un mélange de peur et d'émerveillement. Le parchemin était couvert d'une seule ligne d'encre élégante et décolorée, l'écriture d'une reine. Le message n'était pas un nom ni un lieu. C'était une énigme, une prophétie, un dernier ordre désespéré d'une mère à son enfant perdu. Il disait, quand la lionne reviendra, elle devra d'abord trouver l'œil du serpent, car le trône est un joyau qui ne peut être tenu sans son jumeau. Babatunde et Adia fixèrent les mots cryptiques. La preuve de son identité était maintenant indéniable.
Elle était la princesse, mais son retour n'était pas une simple question de se révéler. Le dernier message de sa mère parlait d'un nouveau mystère, d'une nouvelle quête. Qu'était l'œil du serpent? Et que signifiait le fait que le trône ne pouvait être tenu sans lui? Babatunde réalisa avec une pointe de peur que trouver la princesse perdue n'avait pas été la fin de sa mission. Ce n'était que le début. La conspiration qui avait conduit à sa disparition il y a 18 ans n'était pas terminée. C'était un serpent encore enroulé autour du trône. Et ce message cryptique était le seul indice de son identité. Adia, la fille orpheline, fixa les premiers mots qu'elle ait jamais vus de sa mère. Des mots qui parlaient non seulement de sa naissance royale, mais d'un nouveau et terrible danger qui l'attendait. Adia fixa le message cryptique écrit à l'encre décolorée d'une reine morte depuis longtemps. Trouvez l'œil du serpent. Car le trône est un joyau qui ne peut être tenu sans son jumeau. Les mots étaient une énigme, un mystère, mais la vérité derrière eux était un cataclysme qui ébranlait les fondations même de son monde. Le gentil vieux jardinier Babatunde expliqua tout doucement. Il lui parla du royaume d'Obea, une terre de soleil et de pouvoir qu'elle n'avait jamais connue. Il lui parla de son père, le roi Admi, un homme qu'il avait pleuré pendant 18 ans. Il lui parla de sa mère, une reine courageuse qui était morte dans un coup d'état au palais. Et il lui dit qu'elle, Adia, l'orpheline oubliée, la femme de ménage humiliée, était une princesse et l'héritière légitime d'un trône. La révélation était trop vaste, trop écrasante pour être comprise. Au début, elle ressentit un vertige étourdissant, comme si le sol solide sous ses pieds s'était transformé en air. Une princesse, elle? La fille qui mangeait des restes dans une poubelle. C'était le genre de rêve fou. Mais alors que Babatunde parlait, ses mots tissant ensemble les fragments de sa vie, l'étrange bracelet royal, son propre sentiment inexplicable de dignité, le sentiment d'être une étrangère, l'impossible commença à sembler vrai. Le choc céda lentement la place à une vague d'émotion si puissante qu'elle faillit la faire tomber. Ce n'était pas de la joie. C'était une rage froide, aiguë, clarifiante. Une rage pour la vie qu'elle avait perdue, une rage pour les parents qu'elle n'avait jamais connus et une rage profonde et brûlante pour les 18 années d'humiliation et de cruauté qu'elle avait endurées de la part de la famille Adabio. Ils n'avaient pas seulement maltraité une orpheline. Ils avaient abusé d'une royale. Cette connaissance ne la faisait pas se sentir comme une princesse. Elle se sentait comme une lionne en cage qui venait de réaliser que les barreaux étaient plus faibles qu'elle ne le pensait. « Nous devons être patients », conseilla Babatunde, sa voix un murmure bas et urgent. « Le message de votre mère est un avertissement. Cela signifie qu'il y a encore un traître près du trône. Un serpent. Retourner maintenant sans comprendre cette énigme, sans l'œil du serpent, serait de marcher dans un piège. Nous devons être intelligents. Nous devons être stratégiques. » Adia écouta. Mais le feu qui s'était allumé en elle ne pouvait pas être facilement contenu. La fille qui avait survécu en étant invisible commençait à disparaître. Et à sa place, quelqu'un de nouveau, de plus fort, émergeait. Le changement était subtil au début, un léger déplacement dans les plaques tectoniques de son être. Elle accomplissait toujours ses tâches, récurant les sols et servant les repas, mais la déférence craintive et baissée avait disparu. Quand Madame Fatima lui criait dessus pour une erreur imaginaire, Adia ne tressaillait plus. Elle rencontrait simplement son regard, ses yeux calmes et stables, et disait « Oui, madame ». Sa voix était dépourvue de la peur tremblante que Fatima aimait tant. Elle commença à marcher le dos droit, la tête haute. Ses bourreaux sentirent le changement, et cela les rendait furieux. Son absence de peur, sa dignité silencieuse et indestructible, était une nouvelle forme de défi qu'ils ne savaient pas comment gérer. Ils augmentèrent leur cruauté, essayant de la ramener à la soumission, mais ils tentaient d'éteindre un feu avec de l'huile. La confrontation explosive finale arriva une semaine plus tard. C'était le soir, et la famille venait de terminer un autre repas somptueux. Comme le voulait son rituel cruel, Fatima racla les restes riches et charnus dans les bols des chiens. Puis elle racla les déchets des assiettes dans un bol en céramique ébréchée et le poussa dans les mains d'Adia. « Voici ton festin, rat de rue », ricana-t-elle. « Va dehors et mange-le avant de puer ma cuisine. » Elle se tourna, s'attendant à ce qu'Adia sorte en silence humilié comme d'habitude, mais Adia ne bougea pas. Elle resta là, tenant le bol de reste, et regarda Fatima, ses yeux brûlants d'une intensité qui fit reculer la femme plus âgée. Puis,
Avec un mouvement lent et délibéré, Adia marcha vers la poubelle et y vida tout le contenu du bol. « Non, dit-elle. » Sa voix n'était pas forte. C'était un murmure calme et mortel qui traversa le silence de la cuisine. « Je ne le ferai pas. » Fatima était si choquée qu'elle resta sans voix pendant un moment. C'était une rébellion ouverte, un acte de défi si total qu'il était impensable. « Que m'as-tu dit » hurla-t-elle enfin, son visage se tordant en un masque laid de rage. Elle se précipita en avant et gifla Adia violemment au visage, le son résonnant dans la maison. Mais Adia ne cria pas. Elle ne tressaillit même pas. Elle absorba simplement le coup, son regard ne vacillant jamais, un petit filet de sang apparaissant au coin de sa lèvre. Elle fixa Fatima avec les yeux froids et évaluateurs d'une reine regardant un insecte particulièrement répugnant. À cet instant, Fatima ressentit une lueur de quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant en regardant la fille. La peur. Pendant que la guerre silencieuse d'Adia s'intensifiait à l'intérieur de la demeure, Babatunde utilisait son propre réseau secret pour mener la sienne. Il envoya des messages codés à ses contacts à travers l'Afrique de l'Ouest, des hommes sages et des historiens, demandant des informations sur la légende de l'œil du serpent en relation avec le royaume d'Obéa. Pendant des semaines, les réponses furent un cul-de-sac frustrant. Mais enfin, une réponse arriva d'un vieux savant à Benin City. L'œil du serpent n'était pas une personne. C'était une pierre précieuse célèbre, presque mythique, un diamant noir sans défaut, si sombre qu'il semblait avaler la lumière. C'était le symbole ancestral de la première maison royale à régner sur les terres où se trouve maintenant Accra, une famille qui avait été conquise et avait disparu il y a des générations. La légende disait que quiconque tenait la pierre obtenait l'allégeance des anciennes familles nobles, les véritables lignées du pays. La pierre était considérée comme perdue depuis des siècles, mais le message du savant contenait un détail crucial de plus. Il mentionna le nom de cette famille fondatrice disparue depuis longtemps, la maison d'Adabio. Babatunde se figea. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Il enquêta plus profondément sur le mari de Fatima et sa famille. Il découvrit que, bien qu'ils prétendaient être de nouveaux riches, leurs ancêtres étaient en effet les derniers vestiges déshonorés de cette même maison ancienne. Une réalisation horrifiantaise fit jour en lui. Il avait vu la pierre. Au centre du jardin bien entretenu et criard des Adabio, il y avait une grande statue laide du grand-père de M. Adabio. Et enchâssée à la base de cette statue, comme un œil mort, se trouvait une grande pierre noire non taillée. Fatima la montrait souvent aux invités en riant, la qualifiant de rocher le plus laid d'Accra, un morceau de granit noir sans valeur que l'ancêtre de son mari avait insisté pour garder pour des raisons sentimentales. Elle avait été cachée à la vue de tous, son immense pouvoir historique oublié, utilisé comme décoration par les descendants ignorants d'une dynastie déchue. Babatunde savait ce qu'il devait faire. Adia ne pouvait pas retourner dans son royaume les mains vides. Le message de sa mère était un ordre de vaincre le serpent qui l'attendait à Obéa. Elle avait besoin du pouvoir et de l'allégeance que représentait l'œil du serpent. Il devait le récupérer. Leur chance vint une semaine plus tard. Les Adabio organisaient leur garden party annuel, le plus grand événement social de leur année. La demeure serait remplie de centaines d'invités, une couverture parfaite pour leur mission. Le plan était simple et dangereux. Adia, forcée de travailler comme servante à la fête, créerait une diversion à l'autre bout du jardin. Pendant que les gardes et les invités seraient distraits, Babatunde, déguisé en simple jardinier, travaillerait à extraire la pierre précieuse ancienne de la base de la statue. La nuit de la fête était un tourbillon chaotique de musique forte, de rires faux et d'une odeur entêtante de parfum. Adia se déplaçait à travers la foule, son plateau de boisson tenu fermement, son visage un masque calme et sans émotion. Elle endurait les regards condescendants et les ordres désinvoltes, tout en sentant le feu froid de son but brûler en elle. C'était sa dernière nuit en tant qu'esclave. À l'heure convenue, elle trébucha accidentellement près de la scène des musiciens, en voyant un plateau de verre s'écraser au sol dans un fracas dramatique. Comme prévu, le tumulte attira l'attention du personnel et de la sécurité à proximité. C'était l'ouverture dont Babatunde avait besoin. Il travailla rapidement, utilisant un pied de biche qu'il avait caché dans un buisson, ébréchant le vieux mortier autour de la pierre noire. Elle était enchâssée plus profondément qu'il ne le pensait. La diversion ne durerait pas longtemps. Enfin, avec un grand effort, la pierre se détacha.
Elle était lourde et froide au toucher. Ils l'avaient. L'œil du serpent était à eux. Mais juste au moment où il enveloppait la pierre dans un morceau de tissu, une voix stridente perça la nuit. « Que faites-vous » C'était Fatima. Elle avait été exaspérée par la maladresse d'Adia toute la soirée et l'avait suivie dans le jardin pour lui infliger une nouvelle réprimande vicieuse. Mais au lieu de cela, elle avait trouvé sa femme de ménage et le vieux jardinier penchés près de la statue de sa famille. Ses yeux tombèrent sur le trou dans la base et la grande roche noire dans les mains de Babatunde. « Voleur » hurla-t-elle, sa voix un cri perçant de rage. « Ils volent. Saisissez-les. » Le cœur d'Adia s'arrêta. Ils étaient pris. Babatunde saisit son bras, l'attirant vers le mur du fond, l'œil du serpent serré dans son autre main. Mais il était trop tard. Les invités de la fête, attirés par les cris, commencèrent à se déverser dans le jardin, leurs visages curieux se transformant en regards accusateurs et laids. Les gardes de sécurité de la maison accoururent, les encerclant, bloquant leur fuite. Adia et Babatunde se tenaient piégés sous l'éclat des lumières du jardin, la clé de son royaume dans leurs mains, leur chemin vers la liberté complètement coupé. Le jardin était une scène chaotique d'accusation et d'indignation. Les invités riches et parfumés de la famille Adabio avaient formé un cercle moqueur et impitoyable autour des deux voleurs. Madame Fatima se tenait à l'avant, son visage un masque de fureur triomphante, son doigt pointé accusateur sur Adia. « Les voilà » cria-t-elle pour que tous l'entendent. L'orpheline sans valeur et son vieil acolyte décrépit. Je l'ai sortie du caniveau, je lui ai donné un toit, et voilà comment elle me remercie. En volant les héritages de ma famille. Arrêtez-les. Arrêtez-les tous les deux. Les gardes de sécurité de la maison, désireux de plaire à leur maîtresse, commencèrent à se rapprocher, leur visage dur et intransigeant. Adia tint bon, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Le poids lourd et froid de l'œil du serpent dans sa main semblait être le poids de son destin imminent. Mais alors, quelque chose changea. Babatunde, le vieux jardinier voûté, redressa son dos. Il sembla grandir, les années d'humilité feinte tombant de lui comme un manteau abandonné. Il s'avança devant Adia, la protégeant, et sa voix, lorsqu'il parla, n'était plus le murmure humble et discret d'un serviteur. C'était une voix d'une autorité pure et retentissante, une voix qui avait commandé des armées et conseillé des rois, et elle traversa le bruit de la foule comme un coup de tonnerre. « Vous vous trompez, madame » tonna-t-il, sa voix résonnant dans le silence stupéfait. « Vous n'êtes pas en présence d'un voleur. Vous êtes en présence de votre supérieur. Vous vous tenez devant la royauté. » La foule éclata en rire confus et moqueur. Fatima laissa échapper un gloussement incrédule et aigu. « La royauté, le rat des rues ? Vieil homme, êtes-vous devenu fou ?» Les yeux de Babatunde, maintenant perçants et ardents, balayèrent la foule, et ces mots suivants firent taire chaque rire moqueur. « Je suis Babatunde de la maison d'Oloa » déclara-t-il, sa voix résonnant de puissance. Émissaire en chef et premier conseiller de Sa Majesté royale, le roi Adi II, le lion d'Obéa. Il se tourna ensuite et fit un geste vers Adia, qui se tenait derrière lui, les yeux écarquillés. « Et ceci, » annonça-t-il, sa voix empreinte de 18 années de recherche, « est son Altesse royale, la princesse Adia, la fille perdue depuis longtemps du roi et la seule héritière du trône d'Obéa. » Il leva le médaillon royal, sa lionne dorée semblant rugir sous les lumières du jardin. Il déroula le petit parchemin, le dernier message de la défunte reine. La puissance inébranlable de sa voix, combinée à la vue du sceau royal indéniable, envoya une onde de choc à travers l'assemblée. Fatima fixa, la bouche béante, son visage un masque comique d'incrédulité se transformant en une horreur pure. Son fils Délai et sa fille Zob, qui ricanaient quelques instants auparavant, semblaient maintenant avoir vu un fantôme. La princesse qu'ils avaient traitée comme un animal, l'héritière d'un royaume puissant, avait récuré leur sol et mangé leurs ordures. À cet instant, la police locale, appelée par Fatima pour arrêter les voleurs, arriva sur les lieux. Mais Babatunde, en tant qu'émissaire royal d'un royaume voisin, détenait une autorité diplomatique. Il expliqua calmement la situation à l'officier principal, présentant ses propres références royales. L'affaire n'était plus un simple cas de vol domestique. C'était désormais un incident diplomatique majeur. Il n'accusa pas seulement les Adabio de maltraiter une servante.
Il les accusa de la possession illégale d'un artefact royal volé d'un monarque régnant, l'œil du serpent, et, plus accablant encore, d'avoir retenu une princesse royale contre sa volonté dans un état de servitude forcée. Le monde de la famille Adabio s'effondra en un instant. Leur pouvoir, construit sur de l'argent nouveau et une réputation fragile soigneusement construite, était un château de cartes, et Babatunde venait de le renverser. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre parmi les invités de la fête. Leur humiliation publique fut immédiate et absolue. La famille qui se targuait de son statut était maintenant une paria, une famille de monstres. Leur chute fut rapide, totale et délicieusement ironique. Le voyage de retour au royaume d'Obéa fut une procession triomphale. Adia, maintenant vêtue de robes fines dignes de son rang, voyageait dans un carrosse royal, l'œil du serpent, enveloppé de soie, reposant sur ses genoux. La transformation était écrasante. Mais en regardant les foules en liesse qui avaient entendu parler de son retour et bordaient maintenant les routes, elle ne ressentait pas d'arrogance, mais un profond sens de responsabilité. Pendant le long trajet, elle se tourna vers Babatunde, le vieil homme sage qui était devenu son guide et protecteur. « Babatunde » demanda-t-elle, sa voix douce. « Le message de ma mère. Pourquoi a-t-elle dit que le trône ne pouvait être tenu sans son jumeau? Quelle est la véritable puissance de cette pierre ?» Babatunde regarda sa nouvelle princesse, son visage plein d'une sagesse triste et grave. Il savait qu'il était temps pour elle d'apprendre le dernier secret déchirant de sa lignée. L'œil du serpent n'est pas seulement un symbole de pouvoir, Votre Altesse, commença-t-il, sa voix basse. Il possède un pouvoir réel et terrible en lui-même. Il est fait d'une pierre d'étoile, un cristal qui n'est pas de cette terre. Lorsqu'il est tenu par quelqu'un de la lignée royale d'Obéa, il permet aux porteurs de voir la vérité. Il montre les cœurs des hommes, révèle leurs tromperies, leurs complots. Il vous permet de voir le serpent dans votre cour. Adia écouta, son cœur battant. C'était un pouvoir au-delà de l'imagination, une façon de régner avec une connaissance parfaite. Mais elle vit la tristesse dans les yeux de Babatunde et sut qu'il y avait plus. Mais ce pouvoir, continua-t-il, sa voix maintenant presque un murmure, a un prix terrible. La pierre ne voit pas avec sa propre énergie. Elle tire son pouvoir de la force vitale de celui qui la manie. Chaque fois que vous l'utilisez pour voir une vérité, elle prend une petite partie de votre propre vie en paiement. Plus vous l'utilisez, plus votre propre vie s'éteint rapidement. Il lui raconta ensuite l'histoire tragique finale de sa mère. Votre mère, la défunte reine, était une dirigeante sage et puissante. Mais elle était entourée d'ennemis, y compris le propre cousin du roi. Elle a utilisé l'œil du serpent pour protéger son mari et le trône. C'est ainsi qu'elle a découvert le complot contre le roi, qu'elle a su que sa vie était en danger. Mais elle l'a utilisé trop souvent, trop profondément. Dans son amour pour sa famille, elle a drainé sa propre force vitale pour les garder en sécurité. La nuit de l'attaque, elle ne combattait pas seulement des assassins. Elle était déjà affaiblie, son esprit épuisé par le pouvoir même qu'elle utilisait pour vous protéger tous. Elle est morte non seulement d'une lame de traître, mais du sacrifice d'une véritable reine. Son message à vous était à la fois un don et un avertissement. Pour être un véritable dirigeant, vous devez être prêt à voir la vérité. Mais vous devez savoir que le prix de cette vérité est votre propre vie. Adia comprit enfin que l'œil du serpent n'était pas un bijou. C'était un fardeau, un symbole du sacrifice ultime qu'un dirigeant doit être prêt à faire. Elle arriva au palais d'Obéa, non plus une fille naïve, mais une femme qui comprenait le véritable poids de la couronne qu'elle était sur le point d'hériter. Ses retrouvailles avec son père, le vieux roi, furent un moment de joie pure et déchirante. Il était sur son lit de mort, mais quand il vit sa fille perdue, debout devant lui, forte et noble, avec l'œil du serpent dans sa main, un chagrin de toute une vie s'effaça de son visage. Il vit qu'elle comprenait ce que signifiait régner. Il toucha sa joue, murmura son nom, puis, avec un sourire paisible, son esprit lâcha enfin prise. L'histoire se termine 1 an plus tard. La reine Adia est assise sur le trône de la lionne d'Obéa. Elle est une dirigeante comme le royaume n'en a jamais connu. Elle est sage, juste, et sa compassion pour les pauvres et les négligés est légendaire. L'œil du serpent repose sur un coussin à côté de son trône, un rappel sombre et silencieux du sacrifice de sa mère, mais elle le touche rarement. Elle choisit plutôt de régner avec la sagesse qu'elle a acquise au fil de ses années de souffrance,
de faire confiance à son propre cœur et d'écouter les voix de son peuple. Elle a appris que le véritable pouvoir n'était pas de voir les mensonges dans le cœur des hommes, mais d'inspirer la vérité en eux. La scène finale la montre marchant, non pas dans son palais, mais à travers un marché de village, tout comme sa mère dans les vieilles histoires, parlant aux gens ordinaires. Son visage est plein d'une grâce et d'une force forgée non pas dans un palais, mais dans le feu d'une vie qu'elle a survécue. L'orpheline forcée de manger avec les chiens était devenue la mère de tout un royaume. Une lionne qui avait enfin véritablement gagné son rugissement. N'oubliez pas de vous abonner et au revoir.